Bienvenue dans le point D, nouvel épisode. Alors, la question, elle vient de moi. Comme la semaine passée, je me suis senti inspiré. Je te suis sur Instagram. Je vois que tu fais du recrutement pour l'instant et je me suis posé la question, tiens, le mercato en MMA, ça se passe comment? On va discuter de ça après l'intro et on remercie notre sponsor Metalbox qui sponsorise ce podcast. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coachs et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. Alors, Aldric, on se connaît on échange toutes les semaines depuis un petit temps. Je t'ai déjà entendu sur WhatsApp utiliser le terme mercato. Le mercato s'est bien passé, etc., etc. Ici, tu le publies aussi sur Instagram avec du recrutement. Pour moi, on va définir deux types de mercato. Le mercato du personnel d'une équipe et puis le mercato combattant. Ouais. On va commencer par le personnel. J'ai posé une question très large. Est-ce qu'il y a, comme au foot, des saisons mercato ou c'est plus sur des moments où on ressent le besoin qu'on recrute particulièrement? C'est une super question et pour te dire, moi c'est quelque chose vraiment l'équipe sur laquelle j'attache beaucoup d'importance. Tu l'as vu, tu es rentré dans la bulle de Manon sur l'UFC Paris et la plupart des gens qui bossent avec moi sont des gens que je connais de très très longue date. Et particulièrement en plus quand je parle de mercato, je parle bien sûr de recrutement, d'intégrer des mecs dans mon équipe pro et de pouvoir les faire travailler avec mes gars. J'ai envie de te dire que ça a encore plus d'importance sur le format qu'est aujourd'hui le Boxing Squad, parce que sur la dizaine d'athlètes dont je m'occupe aujourd'hui, à part Ilyes Giroun que je n'ai pas formé, je les ai tous eus depuis leur début. Donc on a des rapports d'affect et même des rapports de vision du MMA, même s'ils ont leur style. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Virgil Hogan il combat comme Manon Fiorot, mais stylistiquement et sur la compréhension du sport, on a vu qu'on a grandi ensemble, on a cette vision-là. Mais je prends la peine de préciser ça parce que c'est important. Du coup, il y a des gens, même si je les adore, humainement parlant, je ne pourrais pas travailler avec eux parce que leur vision du MMA est différente de la mienne et du coup, on ne va pas raconter les mêmes choses sur la sensation, sur gagner un round, sur pas forcément les game plans parce que les game plans, il y a plein de personnes très brillantes qui peuvent avoir un autre game plan que le mien et que ça se passe très bien également. Mais quand même, moi, c'est un défaut, ça, quand même. J'ai besoin que le prof de boxe, il travaille avec mes distances, celles où j'aime emmener mes athlètes pour les contres, pour les sorties, pour les déplacements, pour la lutte en chaîne et tous ces trucs-là. Aujourd'hui, on sait que moi, je pense qu'on peut pas être très fort partout dans ce sport. Il est trop évolutif et il demande trop de travail. Et j'ai décidé de me spécialiser sur le scramble, sur les déplacements et sur la lutte en chaîne, parce que ça va de pair. Et c'est la liaison de tout ça qui fait la maîtrise du niveau. Parce que tu peux avoir la meilleure défense de lutte au monde, si tu ne sais pas te déplacer, tu vas tomber. Donc voilà, j'ai essayé de prendre les caractéristiques qui m'intéressaient et de les développer. Donc ça veut dire que quand je prends un prof qui va être avec moi, qui va s'adresser directement à mes gars, qui va bosser main dans la main avec moi, je peux pas lui dire non mais ça je veux pas, ce coup-là ça va pas, la distance elle est pas bonne, ce serait pas crédible, pas honnête, humiliant. Enfin, il y a plein de paramètres qui fait que ça pourrait pas coller. Donc c'est compliqué pour moi, mais à côté de ça, il y a des gens. Je vais prendre l'exemple de Flavio Santiago. Ça n'a jamais été vraiment mon prof. J'ai jamais été son combattant, mais on se connaît depuis 2003 et la vision du sport, on a évolué ensemble, on a roulé ensemble, on a échangé des trucs ensemble. Donc, tout ça, ce faisant, il échange beaucoup avec Christophe Midou, qui est avec moi depuis le début, et ça changera jamais. Et du coup, tu vois, cette vision globale du sport, même si on vient d'horizons différents, là où tu as livré et le jiu-jitsu brésilien, c'est pas tout à fait pareil, ça permettait en tout cas de bosser en tout cas dans la même direction. Et c'est vraiment important, et je voulais le mettre en début de podcast pour expliquer un petit peu que
voilà, je peux pas travailler avec des gens qui n'ont pas la même vision de la distance que moi en se disant, je te donne un exemple. On va prendre un mec, on va prendre Senchai ou un des meilleurs boxeurs thaï au monde. Mais non, parce que je vais pas dire, ok, il va leur montrer ça et après moi je vais adapter. Ça va pas. Aujourd'hui, ce sport, il a besoin. On peut pas dire, oui, mais apprenons-lui comme ça, on adaptera après. Non, ce sport, aujourd'hui, le niveau est beaucoup trop élevé pour pouvoir travailler de cette façon. Et il faut travailler sur des distances communes, sur des setups communs et sur un chemin de technique au moins de distance identique. Sinon, c'est trop compliqué. Donc voilà, quand je travaille avec des gens, il faut que ces mecs-là, ils aient soit ma patte, soit au moins ma vision pour qu'on puisse bosser main dans la main. Donc sur ce poste-là de Jiu-Jitsu et de grappling, effectivement, j'ai pris Flavio parce que notre vision à long terme est commune, parce que sa conception du sol, position, ne pas être sur le dos, c'était déjà quelque chose qu'il faisait dans son jeu. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Il se met à jour de façon régulière parce que le piège aussi, c'est beaucoup ça. C'est que, je le redis, ce sport évolue très vite et que ce soit en boxe, en lutte, en sol, quelqu'un de sédentaire qui n'a pas la chance de rouler avec des gens de l'extérieur, et je parle du très haut niveau, je parle moi je remercie vraiment Flavio, Christophe Midou, Georges Saint-Pierre quand il vient, parce que voilà, il y a du coup les vérités des professeurs du Brésil, les vérités de John Danner avec qui on peut échanger, et pour permettre de garder un top niveau là-dessus et de pas se laisser pas se laisser upgrader par la concurrence. Et pour ça, c'est important d'avoir un apport extérieur. Alors bien sûr que ce que moi j'appelle la veille juridique, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, regarder de quelle façon ça finalise, regarder ce qui se fait à haut niveau, c'est important aussi. Mais c'est bien d'avoir aussi un échange avec des experts mondiaux. Et moi, ce lien, je l'ai jamais rompu. Je profite dès que je m'en vais à droite à gauche sur les déplacements pour rouler, que ce soit à Dubaï, à Las Vegas, quand je m'en vais pour l'UFC. Christophe le fait aussi et Flavio le faisait aussi parce qu'il participe à beaucoup de séminaires, ce qui lui permet d'échanger avec vraiment des grands noms du grappling et du jiu-jitsu. Et c'était important pour moi d'intégrer un professeur comme ça qui a ce rapport avec l'extérieur de façon à ce que les gars puissent évoluer au maximum. Donc, allez, c'est moi qui joue le rôle de Chris aujourd'hui, qui synthétise ce que je viens de dire moi-même. 2 trucs hyper importants. Ma vision, mais c'est pas ma vision, c'est la vision de l'équipe Boxing Squad d'un combat et des distances, et l'évolution et la mise à jour en ayant un contact vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment les 2 qualités principales pour que je puisse travailler et qu'on puisse envisager un transfert et un mercato, tu vois. La fondation que tu poses à cette discussion est très intéressante, parce que on commence à me connaître, je crois que les gens vont sourire. J'ai évidemment faire un lien avec le monde de l'entreprise, avec l'expérience professionnelle que j'ai eue sur les 3-4 derniers entretiens d'embauche que j'ai dû conduire ou faire pour moi-même. Un des points primordiaux, c'est soit de donner, si c'est moi qui fais le recrutement, soit de poser la question, si je suis en train d'essayer de me faire recruter, sur quelle est la vision, quelle est la mission et quelles sont les valeurs de l'entreprise. Depuis mes 30 ans, j'ai ça. Si je suis incapable d'être aligné avec les valeurs de l'entreprise, ou si je suis pas aligné avec la vision, j'ai pas envie de travailler pour eux, et ce serait contre-productif, que ce soit pour l'entreprise ou pour moi, de travailler pour une entreprise avec laquelle il n'y a pas un certain alignement. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui me semble très important que tu as dit ici, c'est, j'ai envie d'utiliser le mot cohérence. Si tu travailles avec un directeur qui a une vision, ou qui a une manière de travailler, et que entre toi et le directeur, il y a un manager qui a une façon de travailler complètement différente, il y a une incohérence. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui vont faire, c'est ultra frustrant dans mon boulot, parce que j'ai mon N+2 qui va me dire quelque chose, mon N+1 qui va me dire complètement l'inverse, et moi je suis perdu, je suis entre deux. Et je pense que en ayant une vision de long terme, c'est ultra bien ce que tu fais, de t'assurer qu'il y a une vision commune entre toi et ton staff, qui permet d'avoir une cohérence envers les athlètes qui vont profiter de votre pédagogie. Parce que s'il n'y a pas ça, à un moment, ça va planter. À un moment, c'est ce qu'on appelle un blocking point, ou un pain point, comme disent certaines personnes, et ça va planter un moment. Donc,
Euh, la question à laquelle je vais arriver maintenant, c'est par conséquent, le recrutement est très difficile Oui. chez toi. Ah, évidemment, On est regarde, d'accord. le club, il existe officiellement depuis fin 2010, début 2011, et j'ai mis beaucoup de temps à me structurer, et il faut vraiment que j'ai un rapport de confiance avec les personnes. Là, regarde, en ce moment, alors je peux pas encore en parler à 100%, mais beaucoup l'ont compris, on tease, il va y avoir de gros changements et de très belles choses à annoncer sur Nice, et du coup, la contrepartie de ça, c'est que je suis un petit peu moins disponible pour mon équipe. Là, sur le mois de juillet-août, j'ai été très pris et du coup, j'ai dû déléguer des entraînements. Et un garçon comme Jean-Marc Toesca, qui a été entraîneur de Carlos Takam, Hassan Dam, que je connais moi depuis 2006. Je crois qu'à l'époque, je m'entraînais chez lui en 2006 avec Jean-Robert Monnier, avec notre vieux scooter 50. Si un jour Jerry écoute ce podcast, il rigolera. Mais on allait jusqu'à Monaco pour pouvoir faire un peu de boxe avec Jean-Marc. Et voilà, c'est parce que j'ai cette confiance en lui que je délègue des entraînements du matin avec Jean-Marc, parce qu'il me connaît. Je sais qu'il a fait de l'anglaise, mais je sais qu'il sait à quelle distance j'aime travailler. Je sais que les entraînements que je propose, il a l'habitude de la bosser avec moi, il me connaît. Et quand j'envoie un Virgil Haugen ou un Axel Sola une après-midi avec Jérôme Bollerin, pareil, Jérôme, il est ceinture noire, il a démarré avec moi, il a fait ses combats de MMA avec moi et je sais très bien que quand il va faire une distance sur du striking, il est parfaitement capable de travailler aux distances que moi je préconise pour le kicking range, le boxing range et tout ce qui va avec. Donc, il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter entre guillemets. Quand je dis vanter, c'est le terme, hein, c'est pas, il y a rien de péjoratif. Dire j'ai été entraîneur au boxing SWAT parce que je parle des professionnels bien sûr, parce que sur 15 ans d'existence ou un petit peu moins, ben, il y en a eu très peu. Pour la raison que tu viens d'évoquer, oui, c'est difficile et j'ai surtout pas envie de me retrouver dans un conflit en disant ouais, mais attends, Alric, là tu m'as dit de pas le faire et le prof ce matin il l'a montré ou tu vois. Donc c'est très dur. Effectivement, c'est pas facile parce que je veux garder cette vision là. Je veux garder pareil, c'est pas grave, on dira qu'Aldric est présomptueux, mais je pense qu'on est très en avance sur le chain wrestling et le cage control, et j'y tiens. C'est quelque chose qui est mon objectif en fait, et je veux surtout pas ralentir ça, et je veux continuer à travailler là-dessus. Je veux que quel que soit le style du combattant, comme je le disais, un Axel Sola et Manon Fiorot, c'est pas le même style, et encore moins un Ilyes Giroud et un Virgil Hogan, mais il y a une patte de pourcentage de réussite, de défense, de scramble. Et cette patte, elle fait aujourd'hui la patte du boxing. J'ai été, moi, ravi de voir un Ilan Boifia finir au sol parce qu'il a fait son camp avec moi et qui me dit j'étais tellement en confiance sur cette position turtle qu'on a travaillé ensemble que je suis resté par terre alors que c'est un des plus grands strikers de la catégorie middleweight, tu vois. Donc voilà, il y a une patte et j'y tiens. Et du coup, je préfère, c'est pas grave, je préfère me dire bah, ne prends personne plutôt que de prendre quelqu'un qui ne rentrera pas dans ce schéma et dans ce modèle technico-tactique. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais recrutement. Recruter une mauvaise personne, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de qualité. Et de toute façon, te retrouver au point de départ à devoir re-recruter. Je pense sincèrement que passer du temps à trouver la bonne personne sur le long terme te fait gagner du temps, limiter ce qu'on appelle un turnover aussi, puisque si effectivement sur 15 ans, tu as eu 17 coachs différents dans ton équipe, il y a une phase de stabilisation. Tu changes de coach, tu changes ton coach de boxe, ben, tous tes élèves doivent s'habituer à ce nouveau coach et ton nouveau coach doit s'habituer à ton nouvel élève. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as une phase de normalisation, de stabilisation, et je pense que la pire erreur que quelqu'un dans une salle de sport ou dans un business puisse faire, c'est avoir la flemme sur le recrutement. Ouais, c'est bon, j'ai pris. C'est pas un raccourci qu'il faut prendre. Alors maintenant, ma question suivante, c'est quel est ton process pour te dire, tiens, j'ai besoin d'un nouveau profil chez moi. Comment est-ce que tu établis le profil dont tu as besoin et puis comment est-ce que tu fais pour le chercher, Alors, le trouver? Je vais nuancer ça aussi parce que c'est important. Aujourd'hui, sur l'apport extérieur,
je me pose pas la question de ce qui pourrait complémenter mon équipe en tant que sparring. Je m'explique un petit peu. Ceux qui sont familiers avec le boxing squad, ben, il y a par exemple Manon Fiorot et Virgile. On va prendre ces deux exemples. Donc ça veut dire que si je devais me dire, ben, je recrute pour avoir des filles de 65 kilos pour Manon et des athlètes de 90 kilos pour Virgile, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour qu'on ait une équipe professionnelle, homogène et familiale, moi, je me pose pas la question des sparring. Je préfère me dire, ben voilà, ben je vais prendre le cas d'Axel. Axel, pour préparer Daguir. Mehdi Dakaev, qui aujourd'hui, pour des raisons administratives, est un peu coincé en Russie, on l'a fait venir. Et il a servi de sparring à Axel. Plutôt que me dire, ouais, il faut que je recrute absolument un très bon lightweight pour Axel Sola, je pense que c'est pas un bon raisonnement. Je pense qu'aujourd'hui, le recrutement, je le fais plus au feeling sur, déjà, je vais être égoïste, il faut que moi, je croie en la carrière. C'est-à-dire que si j'y crois pas, et pour moi, quand je dis croire, je suis encore assez rétrograde, je me fous des ligues mineures et des One FC, des machins. Pour moi, je crois à une belle histoire, un conte de fées, et pour moi, c'est prendre un gars et l'amener à l'UFC. Je suis désolé de ne pas être dans la pensée commune, de dire oui, le PFL, non. Moi, ma vision de ce sport, c'est la belle histoire. C'est le conte de fées, c'est on prend un gars, on travaille ensemble et on va à l'UFC et on performe à l'UFC. Est-ce que je peux le dire différemment? Oui. Pour recruter un nouvel athlète chez toi, tu dois être motivé par ses objectifs. Ouais, il faut que j'y croie. Il faut que je croie à l'histoire déjà, parce que si je suis pas convaincu ni par l'histoire, ni par la motivation, ni même parce que je peux en faire, ça va pas le faire. Je reste en premier, je suis un passionné avant tout. Donc ça, c'est vraiment le premier critère. Encore une fois, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que même dans le milieu professionnel, quand tu es passionné ou motivé par un projet, tu vas beaucoup mieux délivrer. Alors que si tu le fais parce que c'est ton job ou tu le fais parce que tu as besoin d'argent, ça va être moins bien fait. C'est automatique. Donc après, si moi, j'y crois, ce que je propose toujours, parce que pareil, tu vois, moi, je peux être convaincu d'un projet et qu'au final, ma façon de faire, mon orientation, les exercices que je mets en place peuvent ne pas correspondre à l'athlète. Pour l'instant, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais on ne sait jamais. Donc, si ça se passe bien, on fait un test, une semaine ou 10 jours, comme j'ai fait avec Ilian. Et en fonction de ça, on avise. Et si ça match, on fait un premier camp et puis un second par la suite et plus si affinité. Mais voilà, je pense que en 10 jours, matin et soir, en échangeant aussi à côté, un athlète peut se rendre compte en tout cas de ce que le coach a apporté par ses compétences, sa vision et l'équipe qui met à disposition et les moyens qui va mettre à disposition de tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'y croire, parce qu'en fait, si je crois moyennement à la carrière, comment je peux m'investir à 100% et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quand je travaille avec un gars. Donc après les 10 jours, on regarde, est-ce que ma vision du combat, est-ce que la façon dont ce que j'ai envie de présenter pour évoluer sur ce training camp convient. Et après ça, on travaille, on s'investit à fond dans le combat et dans le projet. L'objectif numéro 1, c'est performer, plus que la victoire, performer, être capable de se sublimer, d'évoluer dans certains aspects qu'on avait mis en avant pendant ce camp. Et il faut que ça matche. Et je pense que le rapport le plus important, alors de mon côté, c'est de croire à l'histoire, et du côté de l'athlète, c'est juste d'avoir une totale confiance. Voilà, je pense que bien sûr, les athlètes doivent garder leur libre arbitre et leur réflexion, mais en dehors de l'entraînement. C'est-à-dire qu'après, tu dois dire, bon, à la fin de la semaine, tu dis, oh, ok, c'était pas bien, je me casse. Et ça me va très bien. Mais par contre, à partir du moment où on bosse ensemble, blanc c'est blanc et c'est pas bleu nacre ou gris argent étoile, tu vois. Il faut qu'il y ait une confiance totale dans ce que je fais et pourquoi je le fais. Et pour l'instant, je suis vraiment content parce que j'ai très peu fait de mercato. Il y a des profils
qui doivent venir essayer d'ici la fin de l'année, avec qui je suis ravi d'ailleurs, je ne peux pas encore donner les noms bien sûr, de faire ces tests. Mais voilà, le résumé, c'est que moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'un gars qui me dit bah moi je veux prendre un peu de monnaie, finir ma carrière au SIA parce que je suis chargé comme une mule et que j'ai pas envie de m'arrêter. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse parce que bien sûr que je dois remplir mon frigo comme tout le monde, mais c'est pas que financier. C'est voilà, il y a des belles choses à faire. L'UFC aujourd'hui, la France, elle commence à exister, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, tant en résultats individuels qu'en résultats généraux et de gym, quoi. Moi, je pense que la France, elle peut être le meilleur endroit pour s'entraîner en Europe. Et pour l'instant, l'Europe est très désertée, hein, faut être honnête. Depuis quelques mois, il y avait des endroits très à la mode et de fighters internationaux, comme le SBG, comme le All-Star. Et même si Majdi Chamas, c'est mon copain, c'est le patron du All-Star et Andreas Michael aussi, force est de constater que ce sont des endroits qui le sont beaucoup moins aujourd'hui et que l'Europe, depuis un an à peu près, un an et demi, parce qu'il y a encore 2 ans, tu avais des mecs qui allaient au Factory, faire leur camp et au All-Star et tout ça. Et honnêtement, aujourd'hui, l'Europe est fuit des combattants européens même. Il y a beaucoup de mecs qui vont faire leur camp en Thaïlande, voire aux États-Unis, voire au Canada. Et je pense que d'ici quelques mois, en tout cas, j'espère contribuer à remédier à ça et à pouvoir accueillir d'autres fighters parce que malgré tout, qui dit nouveau projet, dit nouvelle capacité d'accueil. Et je pense que le mercato peut effectivement concerner 5 à 10 profils de plus d'ici 6 à 12 mois. Il y a un élément sur lequel j'aimerais rebondir qui va faire une parfaite transition vers la fin du podcast. À temps égal en tant que coach, un truc auquel on ne pense pas toujours, c'est, on l'a toujours dit, en tant que coach, tu as une certaine responsabilité d'offrir temps et qualité à tes élèves. Tu as 2 nouveaux élèves qui arrivent avec un projet qui ne motive pas. Le fait d'avoir 2 élèves supplémentaires à temps égal que tu peux offrir à ton équipe, ben, le temps des autres va diminuer. Donc la responsabilité que tu avais envers tes élèves actuels avec un projet qui te motive, tu vas leur enlever du temps pour pouvoir continuer, enfin pour pouvoir accueillir ces 2 nouveaux élèves. Ou alors tu dois ajouter du temps de ton côté. Donc ça, je pense que c'est une notion qui est très, très importante à comprendre, c'est que si tu es entraîneur et que tu as 3 gars à gérer, ben, c'est pas le même temps nécessaire à gérer avec la même qualité 6 gars. Forcément, ça fait x2. Si maintenant tu as des nouveaux projets qui rentrent, qui te motivent, projets donc élèves ou athlètes, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu vas pouvoir continuer à garantir la qualité à tes athlètes actuels, donc les respecter, et garantir une bonne qualité optimale aux nouveaux élèves? C'est là que le recrutement du staff passe. C'est à ce moment-là que tu dis, OK, j'ai besoin d'une nouvelle personne pour cette partie-là parce que je peux plus m'en occuper. C'est comme ça que se développe le recrutement du staff dans une équipe. C'est exactement ça. Et je veux dire, aujourd'hui, la compétence, elle est d'être capable de marier ses qualités et ses profils différents. Et je pense que un head coach qui gère des athlètes n'a pas besoin, à partir du moment où le rapport de confiance est établi, d'assister à toutes les séances. Par contre, même si ce sont des séances qui ne dirigent pas directement, il y a certaines séances qui sont obligatoires. Je dégrossis un petit peu. Concernant la prépa physique, aujourd'hui, notre monde moderne fait qu'on a de la data. Donc, tu peux très bien, et je vais donner des exemples très factuels. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de directeurs sportifs dans le vélo qui ne voient pas du tout leur athlète en dehors des courses. C'est-à-dire que le mec, il s'occupe de la progression d'un athlète et la seule chose qu'il voit, c'est des indicateurs sur une Whoop ou sur un bracelet ou sur une montre, des indicateurs de sommeil, des indicateurs de vitesse, des indicateurs de pulsation cardiaque et l'athlète, il le voit pas du tout. Alors, je dis pas qu'il faut en arriver là, mais en gros, on va faire la semaine d'un fighter en camp ou la semaine d'un fighter hors camp parce que pareil, quand je parlais d'investissement, pour moi, bien sûr qu'il faut prendre des vacances, bien sûr qu'il faut souffler, bien sûr qu'il faut différer les intensités d'entraînement, mais pour moi, c'est full time.
c'est 2 fois par jour. Et quand ou pas quand, c'est 2 fois par jour. C'est comme ça qu'on progresse. Alors bien sûr que peut-être que quand on n'a pas de combat à préparer, qu'on n'est pas en camp, bah c'est entraînement collectif le matin et drill ou petit jeu ou travail à thème l'après-midi. Mais c'est 2 fois par jour. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu as une totale confiance en ton responsable de la performance, ce qui chez moi est Jérôme Vollerin, qui a d'autres aspects, mais qui s'occupe de ça, ben voilà, tu travailles avec des préparateurs physiques, il faut remonter la data. S'il y a besoin d'être là sur une séance parce que c'est un test de l'effort ou un truc comme ça pour motiver, ben, ça tu le fais, c'est ton rôle. Mais tu peux déléguer ces séances qui sont importantes aujourd'hui sur un fighter UFC. J'ai changé ces données avec le responsable Forrest Griffin de l'UFC Performance Institute. Ben, ça représente 4 entraînements par semaine de prépa physique, tu vois, sur la majorité des athlètes aujourd'hui. Donc c'est important, surtout quand tu ramènes ça à 10, 11 séances dans la semaine, voire 12, c'est important, c'est un tiers. Et ça peut arriver que ça monte un petit peu en plus. Donc ça déjà, il faut être très bien encadré et avoir de la main sur de la vision, sur de la data. Après, je pense que les sparring, il faut être là systématiquement. Et pareil, même le pied-point, il faut être capable d'eux. Tu n'es pas obligé d'être là tout le temps, mais ça demande beaucoup de disponibilité d'être head coach parce que bien sûr que la séance de pattes, il n'y a pas besoin. Il y a une thématique, tu as délégué, tu as confiance dans tes coachs de striking. Ça peut très bien se travailler de façon déléguée. Par contre, sur du travail à thème, sur du sparring, sur des exercices en drill, c'est important d'être là, de donner confiance, de montrer qu'on est concerné, de montrer qu'on s'intéresse. Et ça demande, du coup, c'est pour ça que je ne vais pas spoiler, mais dans le projet qui est celui de grandes salles et d'instituts de la performance, la condition la plus importante, c'est d'avoir de la surface de façon à pouvoir avoir plusieurs ateliers en même temps et pouvoir chapeauter, entre guillemets, ces ateliers, s'investir et pouvoir intervenir sans être l'intervenant principal, de pouvoir regarder, de pouvoir échanger, de pouvoir amener certaines corrections si besoin est ou certains dialogues. Et je pense que tu n'as pas besoin d'être là directement sur toutes les séances, mais il faut être sur place, il faut surveiller. Et avec ce système de fonctionnement et avec la surface qui permet de ménager tout ce petit monde, ben, je pense que tu peux effectivement construire une équipe avec une vingtaine de prospects sans aucun problème. Puisque 20 prospects, ça veut dire peut-être 4 à 5 camps simultanés. Il faut du casting, il faut des moyens. Mais à partir du moment où tu les as et que tu es capable de gérer et la prépa physique et les différents aspects de notre sport, je pense que tu n'enlèves de temps à personne. Et pour reparler en 10 secondes de ma façon de fonctionner, ça passe par un entraînement collectif le matin, splitté ou pas. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de personnes que j'ai et des camps que j'ai, je vais splitter au niveau du poids. Et ça passe par de l'individualisation l'après-midi, quand c'est possible. Et sinon, avec de la prépa physique le matin et de l'individualisation l'après-midi. Mais j'aime bien cette notion surtout hors camp, j'aime bien cette notion d'entraînement collectif, donc, parce que ça permet d'échanger. Et moi, tu vois, sur le tapis, j'ai des gens comme Ilyes Giroun qui ont 30 combats, plus de 30 combats professionnels, donc, et qui sont pas avares de conseils et trucs comme ça. Et c'est très important. Et même pour l'ambiance, et on reste une équipe. Donc, quand c'est possible, moi, je suis très attaché à cet entraînement collectif matinal. C'est un peu se tirer les uns les autres vers le haut. Ouais. Avoir ce truc d'exemple aussi, tu peux avoir un pro qui a plus de 30 combats qui va tourner avec un amateur et ça peut être bénéfique pour les deux au final. Aldric, on a fait le tour de la question, des questions. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous.